suis vraiment ravie d'être là avec vous. Merci, Monsieur Léridon. Et le lycée français de Londres est vraiment un partenaire pour nous. Nous avons commencé à travailler déjà il y a 2 ou 3 ans ensemble, donc c'est dans la continuité de ce qu'on a déjà fait. Alors, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet, partager mon diaporama pour vous présenter donc cette conférence sur cette question du harcèlement scolaire. Normalement, il y a des sous-titres qui s'affichent en anglais. S'il y a des anglophones parmi vous ou certains qui n'ont pas pu, qui ne se sont pas inscrits car ils ne comprennent pas le français, vous pouvez leur passer un petit coup de fil pour leur dire qu'ils peuvent venir. Et là, voilà. Est-ce que ça se déroule bien là quand je passe à la diapo suivante? Oui. Oui, c'est parfait. Quelques mots de présentation. Super. Merci. Alors, c'est parti. Eh bien, quelques mots de présentation, en effet, puisque j'ai fondé avec Jean-Pierre Bellon, que vous voyez sur la photo, qui est professeur de philosophie, cette association, le Centre Résis, pour lutter contre les souffrances scolaires et particulièrement le harcèlement scolaire. Jean-Pierre Bellon a été vraiment l'un des pionniers de la lutte contre le harcèlement scolaire en France. C'est lui qui est allé rechercher dans les pays scandinaves la méthode de la préoccupation partagée et qui a fait les premières expériences, qui a commencé à la diffuser sur le territoire. Et puis, quand nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes aperçus que nous avions tous les deux une vision tout à fait équivalente du phénomène. Nous avions la même compréhension des risques, la même compréhension des pièges à éviter. Nous avions vraiment une vision très proche. Moi, j'avais beaucoup travaillé, je suis à l'origine aussi enseignante, professeure de français, mais j'avais beaucoup travaillé sur l'accompagnement des élèves cibles et des familles. Et donc, avec Jean-Pierre, qui lui avait beaucoup travaillé sur l'accompagnement des élèves intimidateurs, nous avons décidé à un moment de réunir tous nos travaux pour refonder la méthode de la préoccupation partagée dans une version plus large, plus complète, qui est la version qu'on a dit française, qu'on a appelée française, de la méthode de la préoccupation partagée. Nous avions commencé à 2, à 3 avec Géraldine, que vous voyez à droite sur la photo en blanc, et Marie-Charlotte, qui est à côté de Jean-Pierre, à 4, qui était là aussi dès les débuts et qui aujourd'hui nous écoute, et que vous rencontrerez peut-être un jour, puisque ça fait partie aussi des piliers de l'association, Marie-Charlotte Claire. Voilà, notre équipe aujourd'hui, en fait, elle est déjà encore plus nombreuse que ça, parce qu'il y a des nouveaux formateurs qui s'ajoutent. Noémia, vous la voyez, Noémia Gron, elle est juste à côté de moi. Elle est sur la photo un peu en retrait et que vous aurez la chance d'avoir, qui est absolument formidable et qui parle aux élèves comme personne ne sait le faire. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le harcèlement scolaire? Il faut bien commencer par se poser cette question. De quoi parle-t-on finalement? Alors, disons qu'il y a quelques points qui font consensus, car il y a toujours des débats sur ce qu'on appelle harcèlement scolaire, en réalité. Mais il y a des points quand même qui font consensus. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'agit de répétition d'actions négatives, d'un phénomène répétitif d'actions négatives. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un phénomène de disproportion des forces. Le harcèlement scolaire, ce n'est pas un conflit, voyez, de 2 élèves qui seraient à égalité de force ou de 2 groupes qui seraient à égalité de force. Non, il y a toujours disproportion des forces. C'est vraiment une des caractéristiques essentielles pour qualifier le phénomène. Et tout à fait lié à cette disproportion des forces, il y a cette incapacité pour l'élève qui est cible, l'enfant qui est cible, de se défendre par soi-même contre ce qu'il subit. Alors on peut se demander pourquoi cette répétition, pourquoi cette disproportion des forces, pourquoi cette incapacité de la cible à se défendre par elle-même. On dit tantôt cible, tantôt victime. Le mot victime est un mot lourd et pas toujours très agréable à porter, les élèves ne l'aiment pas. Le mot cible est un mot plus technique qui est très employé dans la recherche, donc vous verrez qu'on navigue un peu d'un vocable à l'autre, ne soyez pas étonnés. Eh bien, d'où vient cette répétition, d'où vient cette disproportion des forces, d'où vient cette incapacité de la cible à se défendre? D'où cela vient-il? Parce que finalement, quand on parle de harcèlement scolaire, de ce qu'on appelle des micro-violences, des toutes petites choses, des surnoms, des rumeurs, des moqueries, des ricanements, des exclusions d'élèves. Jusque-là, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat, et pourtant ça génère, vous voyez, cette disproportion des forces, cette difficulté pour la cible à se positionner.
Bon, ces micro-violences peuvent facilement devenir un peu plus graves, hein. Ça se passe souvent comme ça d'ailleurs, ça commence par des petites choses et puis on en arrive à des jets d'objets, à des coups, à des insultes. Et qu'est-ce qui fait que tout ça ne sont pas que des simples chamailleries, mais qu'on parle bien de harcèlement scolaire? Tout simplement parce que ça prend place dans un effet de groupe. Cet effet de groupe, c'est vraiment ce qui caractérise ce phénomène. Mais cet effet de groupe est très souvent invisible aux yeux des adultes. Cet effet de groupe, vous savez, je le comparerais volontiers à un iceberg. Il y a toute une partie qui est sous l'eau qu'on ne voit pas et on voit une petite pointe, nous. On voit, nous les adultes, la petite pointe immergée. Oh, 2-3 élèves qui s'embêtent, qui en embêtent un autre, ou peut-être on a l'impression un seul élève qui en embête un autre. On a l'impression que ce sont des petites chamailleries, que ce sont des petites choses. Mais dessous, tout ce que nous ne voyons pas, mais que les élèves, eux, perçoivent très bien, tout ce qui est sous le niveau de la mer, là, ce groupe qui gonfle cela, ce groupe qui regarde les brimades se passer, ce groupe qui observe et qui parfois participe discrètement, encourage, ou fait semblant de ne pas s'en mêler, ce qui est tout aussi terrifiant pour l'élève cible, puisqu'il se trouve face finalement à des camarades qui le regardent souffrir sans intervenir. Ce qui voudrait dire à ses yeux, aux yeux de l'élève cible, que tout est normal, puisque personne n'intervient parmi les camarades, voyez. Donc, ce qui pourrait nous sembler à nous de simple chamaillerie dans un autre contexte, devient terrifiant et très dangereux dans un contexte où les enfants sont tout le temps en groupe. Et le contexte scolaire, c'est un contexte où les enfants sont tout le temps en groupe. Dès le moment où un élève met le pied à l'école, en maternelle, jusqu'au jour où il quittera avec son bac, ou avant ou après, parce que parfois ça se prolonge dans les études supérieures, hein, la logique des classes, hein, eh bien, il vivra tout en groupe. Les élèves vivent tout en groupe, et en groupe nombreux. Et en classe d'âge très particulièrement artificiellement définie quand même. Ce sont des groupes, si vous voulez, qui sont homogénéisés. Donc, on renforce encore cette espèce d'identité du groupe qui prend le pouvoir sur chacun de ces individus. Parce que l'effet de groupe, on ignore trop souvent à quel point il est puissant. On l'oublie. Il nous est invisible, je vous dis, c'est vraiment cette partie de l'iceberg qui est sous la mer. Donc, bon, on ne le voit pas, on l'oublie, on aperçoit que ce qui dépasse, on minimise souvent les choses en tant qu'adulte. On oublie toujours à quel point ce groupe est puissant. Et sans doute qu'on l'oublie parce que ça ne nous fait pas tellement plaisir hein, d'y penser et de le savoir. Parce qu'après tout, nous-mêmes les adultes, nous ne sommes pas forcément à l'abri de la puissance des effets de groupe. L'expérience de ce psychologue Solomon Asch dans les années 50, qui a ensuite donné lieu à beaucoup d'autres expériences du même ordre, a été tout à fait fascinante. Ce qu'a fait ce chercheur, c'est d'expérimenter sur des étudiants, de jeunes étudiants, mais quand même adultes, hein, des petits groupes d'étudiants, de faire un test avec eux. Alors voilà comment ça se passait. Il projetait ce type de diapositive, vous voyez, où on a une ligne X et puis de l'autre côté 3 lignes ABC. Et H, en projetant ce type de diapositive, il projetait une série comme ça de diapositives à peu près du même genre, disait j'ai besoin de vous faire un petit test visuel. C'est juste un test visuel. Je voudrais savoir à quelle ligne, pour vous, correspond X. Donc, de toute évidence, on voit tous à quelle ligne correspond X. Hein. C'est impossible de se tromper. Mais dans le groupe des étudiants qu'il prenait pour son test, en réalité, tous étaient des complices. Tous avaient une consigne qui était de donner la même mauvaise réponse à chaque diapositive. Donc, tous allaient par exemple dire que ce qui correspondait à X, c'était A. Sauf un cobaye qu'il plaçait en avant-dernière position. Et il avait comme ça un groupe de 8, 9, 10 étudiants, donc un petit groupe. Et ce qui a été tout à fait fascinant, c'est de découvrir que plus d'un tiers des cobayes, ce qui est énorme, se pliaient finalement à l'avis du groupe, qui était un avis totalement faux, de toute évidence. Mais plus d'un tiers des cobayes, ça montait à 37%, finalement, se pliaient à l'avis du groupe. Par conformisme, principalement, pour ne pas se sentir à part, c'est ce qu'il témoignait ensuite, hein, ne pas se sentir seul alors que tout le monde était d'accord.
Et puis, certains disaient qu'ils en étaient arrivés en fait à douter de leur perception. Voyant que tout le monde était d'accord sur une réponse, ils en venaient à douter de leur perception. Vous voyez à quel point l'effet de groupe, cette tendance au conformisme qu'il révèle, même chez l'adulte, à quel point c'est puissant. Pour qu'on en arrive à plus d'un tiers des adultes dans un contexte où il n'y a aucun enjeu à dire le vrai. Le groupe est peu nombreux, il n'y a pas d'enjeu et ce sont des adultes. Imaginez pour des enfants, imaginez pour des jeunes. Là, le groupe est nombreux. Ils sont jeunes, parfois très jeunes. Ils doutent d'eux-mêmes. Et l'appartenance au groupe, alors là, ce n'est pas une option, c'est un enjeu majeur pour eux pendant la scolarité. Vous pensez bien que cette tendance au conformisme et cette tendance à tomber d'accord et à alimenter la vision du groupe est extrêmement puissante sur les enfants. C'est pourquoi ces toutes petites chamailleries deviennent dangereuses. Parce qu'il suffit que l'un ricane, que l'un se moque, que l'un invente un surnom, que l'un rejette un camarade. Oh, je me moque, moi, parce que tout le monde se moque. Je répète la rumeur parce que tout le monde la répète. Je répète cette blague idiote parce que tout le monde la trouve drôle. Vous voyez? Donc, chaque élève se sent pris là-dedans, se sent en fait obligé quasiment d'obéir à cette pression du groupe. Ça a été montré en psychologie sociale de manière très, très nette. Il y a bien d'autres expériences qui le montrent. Et il suffit que dans le groupe, il y ait quelqu'un d'un peu plus énervé, d'un peu plus agressif, pour que l'agressivité monte, pour que la violence se développe, et pour que des enfants parfaitement charmants, parfaitement bien élevés, qui n'ont pas la volonté de nuire, particulièrement à une cible, à un élève cible, se mettent à accomplir des actions parfois odieuses, honteuses, inacceptables. Ces enfants, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants, ce ne sont pas les enfants des autres. Sur une scolarité de 15 ans, pensez bien que les occasions sont nombreuses d'être pris dans l'effet de groupe, d'être influencé et de participer en fait aux brimades. Ce qu'on peut voir, c'est que les intimidateurs sont tous unis pour faire peur à la cible. Ce qu'on voit peut-être moins, c'est qu'ils ont tous peur du groupe auquel ils participent. C'est la philosophe Hannah Arendt aussi qui disait que ces effets de groupe sont tellement puissants que l'enfant, pris individuellement, ne peut plus y résister et n'a quasiment aucune possibilité de faire quelque chose de sa propre initiative. Ce sont ces mots. L'élève cible, comment voulez-vous qu'il puisse faire quelque chose contre cet effet de groupe? Il est cible d'un groupe, vous imaginez? Et d'un groupe dont les contours ne sont pas clairs. Les contours ne sont pas du tout nets. Un jour, il y en a un qui sera moins désagréable, mais le lendemain, il le redeviendra. Tel camarade qui sera agréable avec lui quand il le rencontrera au judo va se moquer avec les autres quand il est en classe. Et puis tel autre qui a l'air de rien, qui ne dit rien, mais qui dit que demain, il ne participera pas lui aussi. Pour l'élève cible, ce côté très flou des contours du groupe est terrifiant. Il y a donc, si vous voulez, chez l'élève cible, c'est pourquoi on a répétition des actes, parce que le groupe répète, reprend, tout le monde reprend dans le groupe les actes répréhensibles, disproportion des forces, parce que vous imaginez la puissance d'un groupe contre un individu, incapacité de la cible à se défendre par elle-même, parce que seul face à un groupe aussi inquiétant, que peut-on faire? Il y a tant de pièges, il y a tant de risques, mais ça n'est pas tout. Les élèves qui sont dans le groupe eux-mêmes n'arrivent pas à s'extraire de cette puissance du groupe. Bien des élèves souhaiteraient changer de comportement, souhaiteraient que ça s'arrête. Bien des élèves ont une répugnance à voir ce qu'ils voient et à participer à ce à quoi ils participent. Ils ne sont pas très à l'aise, mais ils sont piégés. Ça, c'est ce que nous montre vraiment, alors c'est ce qu'a très bien compris Anatole Picasse, qui a créé la méthode de la précaution partagée, dont on parlera. C'est ce qu'ont très bien compris les psychologues en psychologie sociale, c'est ce qu'avait très bien compris la philosophe Hannah Arendt aussi, et un philosophe aussi comme René Girard, qui a beaucoup travaillé sur la logique du bouc émissaire. Donc, il ne faut jamais perdre de vue deux éléments essentiels concernant le harcèlement scolaire. Ce rôle du groupe. Pourquoi un enfant participe-t-il à une intimidation, à du harcèlement? Parce qu'il est méchant?
parce qu'il a une volonté de nuire très claire et criminelle, ou tout simplement parce qu'il est incapable de s'affranchir du groupe. Cette dimension contextuelle, il ne faut jamais l'oublier. On n'est pas cible ou acteur de l'intimidation dans l'absolu. Ça n'existe pas un élève qui est un harceleur. Il ne l'est pas dans l'absolu. Il ne l'est pas dans des tas d'autres contextes où il vit. De même pour l'élève cible. Il n'est pas cible et victime dans tous les contextes. Loin de là. C'est un contexte particulier qui, à un moment, se constitue, se cristallise et piège tous ces enfants. Et une fois qu'ils sont piégés, s'il n'y a pas une main tendue des adultes pour les en sortir, c'est extrêmement compliqué. Mais retenez bien, je vous en prie, retenez bien qu'il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de profil de victime. Il n'y a pas de profil de harceleur. Ça n'existe pas. Je pense que sur une scolarité de 15 ans, presque tous les élèves auront l'occasion de passer par tous les rôles. Parfois de façon assez fugitive. Mais quand on les fait parler, quand on a des entretiens réguliers avec ces élèves-là, ce qui est mon cas, on peut vraiment constater cela. Il faut se débarrasser d'une autre idée fausse. L'idée fausse qu'il y aurait des profils de victimes ou d'auteurs. On l'évacue. Il y a un groupe qui distribue les rôles. Vous savez, même le rôle du leader, il ne le choisit pas, ce rôle, le leader. C'est le groupe qui lui donne ce rôle. En fait, tout le monde est prisonnier de quelque chose qui décide. On ne sait pas qui décide là-dedans. Il y a une autre idée fausse et dont il faut vraiment se débarrasser. Et vous êtes des parents. En tant que parents, je pense que c'est très important aussi de se débarrasser de cette idée-là parce qu'elle fait du mal. Elle nous fait du mal à nous, elle fait du mal aux enfants. On a tous une tendance naturelle à se dire qu'un enfant, un adolescent, serait harcelé parce que. On a tout de suite ce réflexe. Dès lors qu'il y a une situation de harcèlement, d'intimidation, on a ce réflexe de se dire « Ah, mais pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a de différent ?» Et on va se dire « Ah, mais c'est parce qu'il est plus petit que les autres. Ah oui, ou parce qu'il est un peu plus gros que les autres, ou parce qu'il est trop bon élève, ou au contraire très mauvais élève. » Ou tout simplement parce qu'il est différent. On ne sait pas toujours qualifier cette différence, mais bon, j'espère qu'on est tous différents les uns des autres, donc je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Ou bien parce qu'il manquerait de je ne sais quelle qualité, capacité, compétence. Alors, il s'agit là d'une erreur qui nous amène à confondre la cause et l'effet. Très souvent, on se dit, il est différent, il se conduit de façon bizarre. C'est pour ça, finalement, que les autres le rejettent. C'est pour ça que les autres se moquent de lui. Il a des comportements quand même un peu étranges. Mais n'est-ce pas plutôt parce qu'il est victime de ces brimades, parce qu'il est l'objet de cet effet de groupe, qu'il devient un peu bizarre, un peu différent? Vous savez, imaginons que nous soyons tous ensemble dans une grande salle, comme c'était le cas l'année dernière au lycée français de Londres, pas pour la conférence parents, mais pour l'autre conférence que j'ai faite, et que tout à coup, ce qui n'a pas eu lieu évidemment, mais dans la salle, tout le monde se met à ricaner un peu pendant que je parle. Je peux vous dire, si ça arrivait, je deviendrais très très bizarre tout de suite. Mais tout de suite, ça ne prendrait pas 3 secondes. Et évidemment, comme je deviendrais un peu bizarre, tout le monde ricanerait encore plus. Et je deviendrais encore plus gênée, et encore plus maladroite, et encore plus bizarre. Et à la fin, tous ceux qui auraient ricané pendant mon intervention se diraient « bon, on n'a pas été très sympa, mais en même temps, elle était vraiment bizarre ». C'est ce qui se passe, en fait. C'est ce qui se passe. Ça se met très vite en place, cette mécanique de la perte de confiance en soi, de se prendre les pieds dans le tapis, de tout à coup ne plus savoir comment se conduire. Ça va très, très, très vite. Et si on raisonne en se disant « c'est parce qu'il est comme ci ou parce qu'il fait cela qu'il est harcelé », c'est quelque chose qui condamne l'enfant ou l'adolescent. Ça devient terriblement difficile pour lui de se dire que ça va s'arrêter, puisqu'il se sent coupable de cela. Et cette tendance qu'on a tous, qui en réalité correspond à un stéréotype de la persécution,
tel que, en fait, le philosophe René Girard, dans le bouc émissaire, je vous en ai parlé tout à l'heure, a identifié plusieurs stéréotypes de la persécution, c'est-à-dire ces sortes de réflexes profonds que les foules ont, qu'on a tous, face au phénomène de la persécution. Et il y a ce stéréotype qui est dominant, c'est de penser que les victimes, ils sont quand même pour quelque chose, dans le malheur qui les frappe. On a tous cette idée-là en tête. Pensez un peu à toutes les victimes dont vous avez entendu parler récemment. Pensez-y, est-ce qu'on ne s'est pas demandé, même sans le vouloir, tiens, pourquoi ça leur est arrivé? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles avaient de spécial pour que ça leur arrive? Qu'est-ce qu'elles avaient pour qu'elles soient choisies? Vous voyez, on se dit cela, hein, c'est une idée automatique, vous voyez. C'est tellement puissant, cette idée-là est tellement puissante que les victimes elles-mêmes en viennent à se reprocher de n'être pas comme les autres. Les victimes se reprochent, se disent c'est ma faute. Les élèves victimes d'intimidation, les élèves victimes de harcèlement se disent c'est ma faute. Donc si nous raisonnons de cette manière-là, si nous avons ce type de réflexe face à ces situations, à se dire pourquoi ça lui arrive, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle est différent, et de raisonner en disant oui, il est harcelé parce que nous rejoignons le point de vue des persécuteurs. Nous gonflons le groupe. Ce groupe, parce que les persécuteurs sont tout à fait d'accord pour dire que c'est parce qu'il est comme ci ou comme ça qu'on se moque de lui, hein, ou qu'on le rejette. Ah ben c'est bien confortable. Il faut bien se rassurer quand on fait quelque chose de mal. Il faut bien se déculpabiliser, donc c'est forcément la faute de la victime. Mais si nous raisonnons comme ça, nous rejoignons ce groupe, quand bien même nous aurions envie d'aider l'élève victime, si nous raisonnons de cette manière, nous sommes déjà du côté du groupe. Nous ne pourrons pas aider l'élève victime, nous ne pourrons pas le soutenir, il n'aura pas envie de nous parler. Il n'aura pas envie de nous parler. On en arrive à cette difficulté terrible des élèves victimes qu'on connaît tous. Ça, c'est un des plus grands drames du phénomène du harcèlement scolaire. Et aujourd'hui encore. C'est très intéressant de voir les enquêtes de victimation qui ont lieu encore aujourd'hui. Pourtant, ça fait depuis 2010-2011 maintenant, oui, les premières campagnes ministérielles en 2012, on est à plus de 10 ans de campagnes de sensibilisation. Certes, il y a plus de situations qui remontent. Certes, grâce à l'action d'équipes comme celle du lycée français de Londres, hein, des équipes de professionnels qui se mettent au travail, grâce à leur action, il y a des élèves quand même qui viennent demander de l'aide. Mais il y en a encore beaucoup qui se taisent. Il y en a encore beaucoup qui ont beaucoup de mal à parler. Et tout contribue quand même à les enfermer dans ce silence. Il y a d'une part, vous voyez, la peur des représailles. Inévitablement, elles vont craindre que si elles s'expriment, ça va se retourner contre elles. Les élèves intimidateurs vont leur faire des reproches, vont les accuser, vont peut-être de façon discrète mais diffuse et encore plus sournoise se venger. Ça, c'est une crainte terrible qui plonge les élèves cibles de brimade dans le silence. Il y a la gêne de passer auprès des camarades pour celui qui ne sait pas se débrouiller seul, celui qui vient se plaindre, celui qui n'arrive pas à trouver ce qu'il faut faire. Alors, si en plus on lui a donné des conseils et qu'il n'a pas été capable de les suivre, il va se sentir encore plus gêné. Il y a cette honte dont on vient de parler, cette honte d'être coupable, de ne pas être l'élève qu'il voudrait être et de dire c'est de ma faute, ce fameux stéréotype de la persécution. Il y a la crainte des réactions de l'école, des sanctions qui pourraient être posées, qui pourraient générer des représailles, des réactions qui pourraient être maladroites de la part des professionnels. Si on a une équipe, un établissement qui n'est pas bien préparé à cela, de toute évidence, les adultes tombent dans tous les pièges et aggravent les situations. Le grand danger des situations de harcèlement, c'est que c'est très facile de les aggraver. Si on n'est pas sérieusement, préparé à traiter ces situations, on va facilement les aggraver. Tous les pièges sont sous nos pieds. Les victimes ont la crainte aussi de ne pas être prises au sérieux, qu'on minimise les choses. On ne voit que la partie immergée de l'iceberg. C'est une petite chamaillerie, c'est une petite chose, n'en fait pas toute une histoire, ça va se passer, essaye de trouver d'autres amis. Elles ont peur qu'on leur reproche quelque chose, parce qu'après tout, elles ont peut-être l'occasion d'essayer de se défendre d'une manière maladroite, elles ont peut-être participé elles-mêmes à je ne sais quelle
voyez, on va dire, ah bah oui, mais toi aussi, viens pas te plaindre, hein, puisque toi aussi tu l'as fait. Vous voyez, ce genre de paroles. Et puis, envers leurs parents, il faut savoir que les élèves, les enfants, les adolescents ont terriblement peur d'inquiéter leurs parents. Ils ont peur de les faire souffrir, ils ont peur de les décevoir, et ils savent à quel point pour les parents c'est compliqué. Les parents, que pourront-ils faire? Alors heureusement, vous avez, vous, la chance d'avoir un établissement qui est très bien équipé pour lutter contre ces brimades. Donc vous allez pouvoir parler à l'établissement et demander de l'aide. Mais dans un contexte où un établissement scolaire n'est pas préparé, où les élèves savent que les adultes font toutes sortes d'erreurs face à ces situations, pourquoi iraient-ils parler à leurs parents? Que peuvent faire leurs parents? Ils ne peuvent pas faire grand-chose. En général, quand les parents agissent par eux-mêmes, en dehors de l'action de l'établissement, ils ne font qu'aggraver la situation, les élèves le savent. Donc, vous voyez, ce silence est absolument terrible. Ça nous amène évidemment à nous dire, puisque les élèves, les enfants et les adolescents se taisent, il faut que nous développions une vigilance à ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire des petites choses, ou des choses moins petites d'ailleurs, mais qui sont, vous voyez, qui sont annexes, hein, qui ne signalent pas directement une situation de harcèlement, mais qui peuvent quand même montrer qu'il y a un malaise dont la source pourrait être le harcèlement scolaire. La difficulté, c'est évidemment qu'on se demande si c'est ça ou autre chose. Les symptômes sont innombrables en réalité. J'ai mis quelques exemples, mais ils sont innombrables. Au niveau, il y a des symptômes physiques, l'insomnie, des maux de ventre, des maux de tête qui arrivent surtout le dimanche soir ou le lundi matin. Parfois, certains enfants deviennent à nouveau énérésiques alors qu'ils ne l'étaient pas. Hein. Certains font des cauchemars, certains développent de l'eczéma, enfin, toutes sortes de symptômes, les symptômes émotionnels, des crises de larmes tout à coup, des angoisses, de violentes colères, une tristesse profonde. Tout changement de comportement doit nous alerter. Puis des symptômes comme la chute des résultats scolaires, ça c'est un grand classique. L'élève qui n'a plus envie d'apprendre, plus envie de travailler. Celui qui évite les cours, qui arrive toujours en retard pour éviter le contact avec ses camarades. Celui qui évite la récréation, qui évite les toilettes, qui n'a plus trop envie de déjeuner à la cantine. Et puis parfois, ça se manifeste par des actes qui nous effrayent. Moi, j'ai eu des élèves harcelés qui volaient parce qu'ils étaient rackettés, qui racontaient des mensonges pas possibles parce qu'ils croyaient se protéger de cette manière-là. Et puis il y a ceux qui se replient sur eux, il y en a qui vont jusqu'à la fugue, il y en a qui ont des troubles alimentaires, il y en a qui se scarifient et je ne vais pas jusqu'au pire. Mais vous savez très bien que ça peut aller très loin. Donc, signaux faibles ou moins faibles, nous sommes obligés d'être extrêmement vigilants, nous les adultes, à tous les adultes, et de partager nos observations dès lors qu'on s'inquiète pour un enfant, de partager nos observations pour voir si ça se passe souvent. Et quand nous avons décelé qu'un élève n'est pas bien, quand nous avons décelé que quelque chose le fait souffrir, il faut faire attention aux premières choses qu'on va faire, aux premières paroles qu'on va avoir. Car ce qui fait souffrir ces enfants, ces adolescents cibles de brimades, ce sont bien sûr les brimades qu'ils subissent, mais selon tous les témoignages qu'on reçoit, ce qui est tout aussi douloureux pour eux, ce sont souvent les réactions de l'entourage. Alors, des copains, même parfois ceux qui voudraient être sympas, parfois des enseignants qui n'ont pas eu les bons réflexes, qui n'ont pas été avertis. Hein. Ça n'arrive pas dans le lycée français de Londres, on est d'accord. Mais ailleurs, ça arrive. Et puis, pardon de le dire, les parents. C'est pas la faute des parents. Enfin, les parents ne reçoivent pas de formation, a priori. Alors, on donne des informations, comme on le fait ce soir, et le but, c'est aussi voilà, d'aider les parents à éviter certains réflexes qui sont nuisibles et avoir de bons réflexes. Mais en soi, un parent, il ne reçoit pas une formation, il n'y a pas de formation à être parent, donc c'est tout à fait normal, quand on est parent, de commettre des maladresses, en fait. Hein. C'est le lot de tous les parents que nous sommes. Nous avons tous commis beaucoup de maladresses avec nos enfants, nous le savons. Mais dans le cas du harcèlement scolaire, les enfants souffrent tellement, ont tellement peur de ce que pourraient leur dire leurs parents, que souvent, vous voyez, ils n'osent pas en parler. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit aux enfants. Parce qu'il y a certaines remarques qui sont vraiment insupportables pour eux. Ne te laisse pas faire, défends-toi.
Comment peut-on dire une chose pareille? Croit-on que l'enfant n'y a pas pensé? C'est une remarque qui est extrêmement culpabilisante, extrêmement dangereuse, extrêmement risquée. Qu'est-ce qu'il va faire si on lui dit ça? Alors, l'autoriser à se défendre, c'est une chose, mais l'injonction à se défendre, c'est extrêmement dangereux. Il faut savoir faire la différence. Fais comme si tu n'entendais pas. Ça, qui ne l'a pas dit? Qui ne l'a pas, quel élève ne l'a pas entendu? Ignore-les, hein. Ignore-les. Ils n'en valent pas la peine. Bah si, à ses yeux, ils en valent la peine. Ils sont importants pour lui. Ils font partie de son monde. Ils sont... Ce qu'il pense est crucial. Il peut y avoir des paroles plus dures encore. N'exagère pas, ce n'est pas si grave, ils ne sont pas si méchants. Vous voyez, ce ne sont plus des conseils, là, ce sont des reproches. Essaye de te faire des amis, comme si c'était, comme si l'enfant n'y avait pas songé aussi, vous voyez. C'est presque un peu vexant quand même de recevoir des remarques de ce genre quand on y pense. Déjà, l'enfant se sent dévalorisé, on lui donne ce genre de conseils. Essaie de voir d'autres camarades, mais ne le prends pas mal, ce n'est pas grave. À nouveau, vous voyez cette espèce de conseil qui ressemble au reproche. Et puis, cette parole-là, on l'a presque tous eue, mais pourquoi penses-tu qu'il t'embête? Qu'est-ce qu'il te reproche? Pourquoi il s'en prenne à toi? Qu'est-ce que tu en penses? On a posé ces questions-là. Là, on tombe à 2 pieds joints dans le fameux stéréotype de la persécution dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Tu es harcelé parce qu'il y a une raison. Qu'est-ce qui se passe pour que tu sois harcelé? On est en plein dedans, vous voyez. Cette question-là, elle est terrible. Hein. Elle est dévastatrice. Et puis, on peut en arriver à ce genre de remarques. Bah, peut-être que tu devrais faire quelques efforts pour t'intégrer, toi aussi. Vous voyez. Donc, on a des conseils, des reproches, des remarques, des accusations parfois. Finalement, face à un enfant cible, il me semble qu'on peut tomber, nous les parents, comme d'ailleurs tous les professionnels aussi qui s'occupent de ces situations, hein, on peut facilement tomber dans 2 grands écueils, des grandes catégories d'écueils, en quelque sorte. Hein. Première catégorie, c'est tout ce qui consiste à nier, à minimiser la souffrance de l'élève, à considérer qu'il est responsable hein, quand même de ce qui se passe aussi un peu et qu'il devrait être capable de s'en sortir. Et donc là, on se précipite, soit pour lui faire des reproches, soit pour lui donner des conseils. Parce qu'on voudrait que, voilà, quand même, il réagisse un peu. On voit le bout immergé de l'iceberg et on ne voit pas tout ce qu'il y a en dessous, et que lui, il voit très bien. Et c'est ce qui est dangereux, c'est ce qui est sous l'eau. C'est ça qui est dangereux. On le sait bien. C'est ça qui a fait sombrer le Titanic, hein, c'est ce qui est sous l'eau. Et l'élève, il le sait, ça. Donc nous, on vient avec nos petits conseils, là, on minimise. Non. C'est très dangereux. Ne minimisons pas. À l'inverse, on peut tomber dans l'excès inverse, enfin dans le travers inverse plutôt. C'est de se dire, ah oui, il souffre, mais c'est parce qu'il est fragile. Il a vraiment un problème. Il a un problème psychologique. Il est différent des autres. Et donc, on finit par croire, même en tant que parent, que de toute façon, il sera toujours rejeté. Il sera toujours cible de brimade. Il aura toujours des problèmes. C'est un enfant différent. On tombe dans cela. Peut-être qu'on se rassure en disant cela, parce qu'on a trouvé une cause. Vous voyez? Alors, on se dit que il faut l'accepter tel qu'il est, mais c'est vrai, il est différent, il aura toujours du mal avec ses camarades. Ça aussi, c'est un terrible écueil. Hein, parce qu'une fois qu'on est installé là-dedans, comment est-ce qu'on en sort? Moi, je ne vois pas du tout pourquoi un enfant devrait être harcelé. En fait, il n'y a aucune raison. Il n'y a absolument aucune raison. Si ce n'est l'effet de groupe. C'est tout. C'est la seule raison. Je suis désolée, je ne vois pas pourquoi quelqu'un serait harcelé, en fait. Quand bien même il serait très, très, très bizarre, je ne vois pas pourquoi on le harcèlerait. Enfin, vous voyez? Donc, il faut faire vraiment très attention. Vous voyez, dès qu'on sent qu'on est attiré par l'un ou l'autre raisonnement, et parfois on oscille de l'un à l'autre, ce sont des pièges. Ce sont des pièges qui ne nous aident pas à aider l'enfant, qui ne nous aident pas à nous positionner avec un regard juste. Donc, essayons de ne pas nous laisser piéger. L'enfant, il a besoin d'autre chose. On va voir de quoi il a besoin. D'autres erreurs, pour récapituler de façon plus concrète, ne donnons pas de conseils.
Vous avez vu, on a vu dans les phrases insupportables, il y a beaucoup de conseils. Ne donnons pas de conseils. Et c'est difficile pour nous. Nous sommes des parents, nous sommes des éducateurs, nous sommes, parmi vous, il y a quelques professeurs aussi qui sont présents, je le sais, nous sommes des professionnels de l'éducation. Notre premier réflexe, c'est de donner un conseil lorsqu'il y a un problème. Vous voyez? Mais dans ce genre de situation, tout conseil donné trop tôt, c'est-à-dire donner avant qu'on ait eu le temps de bien comprendre ce qui se passe, et donner avant qu'on ait eu le temps de gagner la confiance de l'enfant, donner avant qu'il ait eu le temps, lui, de nous demander ce conseil. Tout conseil donné trop tôt, et il est toujours donné trop tôt en général quand on le donne, quand l'enfant vient se plaindre, apparaît comme un jugement, voire comme une critique, un reproche. Puisqu'on lui conseille de faire quelque chose, c'est qu'on estime que c'est un peu sa faute. Enfin, c'est comme ça qu'il le prend. Et puis, de toute façon, il ne pourra pas l'appliquer, votre conseil. Donc, il se sentira une nouvelle fois en échec. Il n'a pas besoin de se sentir une nouvelle fois en échec, l'enfant. Il se sent déjà en échec au quotidien avec ses camarades. Deuxième erreur, parler sans discernement de sa situation. On croit que si on en parle au plus de personnes possible, ça va nous aider à comprendre. C'est pas dit. Autour de nous, on peut rencontrer pas mal de personnes qui vont nous dire n'importe quoi. Et ça ne nous aidera pas à réfléchir. Et puis surtout, l'enfant, ça va le terrifier de voir que tout le monde en parle, tout le monde parle de sa situation. Il n'aura peut-être plus tellement envie de se confier à nous. Le défaut de confidentialité des adultes lui fait peur. Il faut réfléchir à qui on parle, pourquoi on parle à cette personne, dans quel but, qu'est-ce qu'on attend d'elle. De quelle manière peut-être on doit la prévenir contre certaines réactions qu'on pourrait craindre, nous, y compris de sa part à elle. Vous voyez, il faut beaucoup de discernement quand on cherche de l'aide et qu'on parle d'une situation. Il faut que l'enfant sente qu'on est conscient de ce risque et qu'on est prudent et que donc il se sent protégé par cette prudence qui est la nôtre. Autre erreur dans laquelle nous tombons souvent, c'est vouloir qu'il soit à 100% innocent. J'en ai un petit peu parlé. À partir du moment où l'enfant commet lui-même une bêtise, on va la lui reprocher. Et on va estimer que, il l'a peut-être un peu cherché, puisqu'il a fait ci ou ça. Vous vous rendez compte, ce raisonnement? C'est terrible. Pourquoi faudrait-il que les victimes soient innocentes? Si demain je brûle un feu rouge et que je me retrouve à l'hôpital, vous croyez que les médecins vont considérer que je ne suis pas une victime parce que j'ai brûlé le feu rouge et qu'ils ne vont pas me soigner? Les médecins, ils s'en fichent que j'ai brûlé le feu rouge ou pas, ils me soignent. C'est pas le sujet. Parallèlement, on va peut-être me retirer mon permis, mais ça, c'est l'affaire d'autres professionnels. Mais ceux qui prennent soin d'eux, moi, ceux-là n'en ont rien à faire. D'autant plus que dans les situations de harcèlement scolaire, c'est pas une histoire de feu rouge, ce sont des élèves qui sont terrifiés par ce qu'ils vivent. Et donc, ils essayent toutes sortes de choses. D'ailleurs, ils ont reçu toutes sortes de conseils. Donc, ils essayent toutes sortes de stratégies pour s'en sortir, et parfois des choses extrêmement maladroites, extrêmement contre-productives, qui vont se retourner contre eux, qu'on va pouvoir leur reprocher. Donc, c'est pas parce qu'un élève a des torts qu'il n'est pas une victime. En réalité, pour identifier un élève victime, il ne faut pas se demander qui fait quoi, pardon. Il faut se demander qui souffre. C'est la seule question à se poser pour identifier l'enfant qui est victime, ou l'adolescent qui est victime, qui souffre. Ils font tous les mêmes bêtises, mais il y en a un qui souffre. Et les autres sont peut-être pas très à l'aise, mais ils se tiennent entre eux, vous voyez. Ils se sécurisent entre eux dans ce fameux groupe qui est une fausse sécurité, mais au moment où ils y sont, ils ont l'impression que ça les protège. En tout cas, ils ne sont pas du côté de la cible. Dernière erreur, croire qu'une sanction va résoudre le problème. La sanction, elle concerne un acte. Le harcèlement scolaire, c'est une nébuleuse d'actes portés par un groupe. Donc, quand bien même on sanctionne un acte, et il est clair qu'un acte sanctionnable doit être sanctionné, quand bien même on sanctionne un acte, on n'a pas traité le problème. Je sais que les parents veulent toujours des sanctions. On va en reparler. Mais ça ne résout rien. Donc, soyons quand même lucides. Il faut un travail beaucoup plus construit pour résoudre ces situations et pour éviter qu'elles surgissent à nouveau. Quelques conseils, moi je vais me permettre d'en donner aux parents parce qu'après tout, c'est le but aussi de cette conférence.
C'est très difficile de donner des conseils aux parents parce que les parents sont forcément démunis face à ce phénomène puisque ça ne se passe pas chez eux, ça ne se passe pas dans votre maison, c'est pas là, ça se passe dans un endroit où vous n'êtes pas. Donc, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire en tant que parent pour traiter une situation, à part soutenir son enfant de façon intelligente, à part lui apporter du réconfort, à part aller chercher de bons alliés du côté de ceux qui peuvent résoudre la situation. Mais on risque de commettre des erreurs parce qu'on est débordé par les émotions quand on est parent. C'est extrêmement dur de voir son enfant souffrir, c'est extrêmement dur de se sentir démuni. On se sent très coupable aussi parce qu'on est obligé quand même d'envoyer son enfant à l'école alors qu'il ne va pas bien. Enfin, c'est très désagréable. Les parents vivent un véritable enfer. Donc, ils tombent facilement, quand on est parent, on tombe facilement dans toutes sortes d'erreurs, vous voyez, simplement par affolement, par colère ou par... vous voyez, on tombe facilement dans des erreurs. Donc, voyons un peu ce qu'on peut faire, quel réflexe on peut avoir quand on est parent. Évidemment, observer les signaux faibles, en passant du temps avec votre enfant, en prêtant de l'attention à votre enfant. Alors, de dire ça, c'est évidemment, vous prêtez de l'attention à vos enfants, c'est évident. Mais peut-être, remarquons, il faut bien admettre tous ici, remarquons qu'aujourd'hui, l'attention qu'on prête à autrui, à nos enfants, ou à nos conjoints, ou à autrui en général, est sans doute le plus grand cadeau qu'on puisse faire. On est dans une époque où l'attention est tout le temps captée par quelque chose, où il y a de toute façon une industrie, une véritable industrie qui cherche à capter notre attention. On le sait. Et capter l'attention de nos enfants. Nous-mêmes, on souffre de n'avoir pas l'attention de nos enfants parfois. Donc, remettre une culture de l'attention, de la disponibilité dans les liens avec les enfants, c'est une des meilleures préventions quand même. Or, ça ne veut pas dire que vous allez déceler quelque chose pour autant. Vous savez, je vous ai donné les signaux faibles, mais en réalité, il y a des situations dans lesquelles on ne remarque rien. Les enfants cachent vraiment très très bien, surtout à leurs parents. Surtout à leurs parents. Parce qu'ils aiment tellement leurs parents qu'ils ne veulent pas les inquiéter. Ils veulent juste passer des bons moments avec eux. Ils veulent oublier tout ça. Donc, je ne dis pas que vous allez... que les conseils que je vous donne, c'est pour bien faire, mais ça ne veut pas dire que c'est suffisant. On n'a jamais de trucs parfaits, miracles, qui nous permettent de réussir ce qu'on voudrait réussir, c'est-à-dire découvrir qu'il se passe quelque chose. Mais bon, passons du temps, discutons avec notre enfant, soyons disponibles. Maintenant, si nous voyons que notre enfant change de comportement, voyez, et surtout si vous remarquez qu'il travaille moins bien, il commence à perdre ses affaires, il commence à être désordonné, que sais-je, il a peut-être perdu ses affaires parce que les autres lui en ont chippé, vous ne savez pas. Quand l'enfant travaille moins bien à l'école, ça suscite souvent chez les parents un réflexe qui est de se dire « Oula, attention, il est en train de décrocher, il va falloir que je le remette sur les rails et que je lui fasse une petite leçon de morale, quand même, c'est important le travail scolaire. » Bien sûr, mais essayez de comprendre ce qui se passe quand même. Essayez de comprendre ce qui se passe. Un enfant qui travaillait bien et qui tout à coup travaille moins bien, c'est bizarre. Il y a une raison. Ne surréagissez pas si vous avez découvert, pardon pour la faute, si vous découvrez avec un Z qu'il est harcelé. Ne surréagissez pas. Prenez le temps de l'écoute. Restez solide. L'enfant a besoin d'une personne qui soit émotionnellement solide, qui ne tombe pas des nues. Enfin, ce phénomène existe. C'est très dur, mais on est là, on est ensemble. Je suis là pour toi. Je t'écoute. Raconte-moi ce qui se passe. Je n'agirai pas sans qu'on tombe d'accord tous les deux. Voyez, devenez un allié pour votre enfant, devenez quelqu'un de solide qui est capable de l'écouter vraiment et de ne surtout pas lui donner tout de suite un conseil. Approuvez, je comprends, c'est vraiment très agréable, c'est vraiment insupportable ce qu'ils te font subir. Vous voyez, c'est pas possible, je le comprends. Mais ne venez pas tout de suite avec un conseil. Surtout n'intervenez pas directement auprès des élèves intimidateurs. Surtout pas. Ni auprès de leurs parents. Ne faites pas cela. Je ne connais pas de situation, ou peut-être 1 sur 1000, de toutes celles que j'ai suivies, où ça a pu se régler entre parents. Il y a des exceptions, toute règle a ses exceptions, mais franchement, la règle, c'est que ça se passe très très mal quand on se parle directement entre parents parce qu'on a vu qu'un camarade embêtait notre enfant. En général, ça fait des conflits entre les familles, et ça, c'est pire que tout pour les enfants.
Ça crée un poids sur leurs épaules quand ils découvrent, ils s'aperçoivent qu'en fait les familles deviennent adverses. C'est un poids terrible sur leurs épaules. Ça les plonge encore plus dans le désespoir. Donc, surtout, ne faites pas cette erreur. Adressez-vous tout simplement à l'équipe phare du lycée Charles de Gaulle. Vous avez une équipe dans votre établissement qui est parfaitement compétente pour prendre en charge ces situations, pour accompagner votre enfant, pour mettre fin au brimade. Vous avez une chance énorme, c'est pas partout, d'avoir une équipe extrêmement bien formée, mobilisée, dynamique, concernée, attentive, réactive, sérieuse. Vous avez une chance folle. Donc, vous voyez, tout ce que je viens de vous décrire, qui vous fait peur, eh bien, soyez rassurés, vous avez une solution dans votre établissement parce que l'équipe est formée. Alors, je vais vous dire quelques mots de cette méthode à laquelle votre équipe est formée. Cette méthode, qui a été créée par le psychologue Anatole Picasse dans les années 60. Excusez-moi de vous interrompre, Marie, mais juste pour dire aux parents, parce qu'on a mis un petit message dans le chat, pour poser les questions ce soir, comme il y a beaucoup de monde sur YouTube et il y a du monde aussi sur Google Meet, n'hésitez pas en fait à cliquer en bas à droite de l'écran sur Q&A, Questions and Answers, et c'est par ce moyen-là que vous pouvez poser les questions. Il faut cliquer en bas à droite et vous avez Q&A et c'est comme ça que vous pouvez poser nos questions auxquelles on répondra tout à l'heure. Voilà, merci. Vous avez bien raison de m'interrompre, en plus, ça fait du bien d'entendre une autre voix. Alors, on va dire un mot de la méthode de la préoccupation partagée, hein, qui, à la base, a été créée par donc, ce psychologue chercheur suédois Anatole Picasse dans les années 70 déjà, donc une méthode déjà ancienne, qui a connu des versions, des adaptations dans différents endroits du monde. Nous avons donc, nous, réalisé avec Jean-Pierre Bellon une adaptation au système francophone, français, en tenant compte justement, vraiment, je dirais, de toutes les caractéristiques hein, de notre système scolaire. Chaque système scolaire est très différent en réalité. Il y a un esprit différent, il y a des risques différents. Donc, il s'agissait d'adapter les choses. C'est un dispositif complet. Dans la version que nous avons, disons, créée avec Jean-Pierre Bellon, c'est un dispositif complet où on prend en charge à la fois les victimes et les familles, la famille des élèves victimes, et évidemment, les auteurs de brimades, les témoins, ceux qui finalement sont pris dans ces effets de groupe toxiques et qui deviennent finalement désagréables. C'est une équipe qui est formée et qui sait mener différents types d'entretiens pour aller au bout de ces situations de façon très rapide. Très rapide. Voilà comment ça va se passer. Déjà, les élèves victimes vont être pris en charge par un personnel qui sait très bien faire ce genre de suivi, d'accompagnement, de soutien, et qui va vraiment représenter le soutien de l'établissement pour ces personnels, pour ces élèves victimes. Vous avez vu M. Léridon qui est présent, proviseur adjoint, fait partie, dirige cette équipe. Vous avez la direction de l'établissement qui est au courant toujours, qui supervise tout ça, qui s'assure que les choses... Donc, c'est vraiment l'établissement qui s'engage pour soutenir l'élève. Ça, c'est très important. L'élève est sécurisé aussi parce qu'on prend en compte toutes ces craintes, dont cette crainte de représailles. Ils ont terriblement peur de ça, les élèves. Ils ont peur que si on accuse leurs camarades, eh bien, ça va se retourner contre eux. Et justement, on ne va pas tomber dans ce risque. On va leur offrir une écoute très empathique. Ces élèves, on ne va pas minimiser ce qu'ils vivent. On ne va pas, les juger. On ne va pas chercher les causes. On ne va pas tomber dans toutes ces erreurs. Non, on va avoir une écoute très empathique, très valorisante également. Parce qu'on va être capable aussi de repérer toutes leurs forces, toutes leurs qualités. Et c'est ainsi, par cette prise en charge, qu'on va finalement, dans ces entretiens, à la fois être en empathie avec ces élèves et en même temps être capable de repérer tout ce qu'ils ont toutes les qualités déjà qu'ils ont mises en œuvre en réalité, sans même s'en rendre compte dans ces situations. Et on va leur rendre cette légitimité, leur enlever cette honte qui les accable
pour qu'elle retrouve confiance en elle-même, pour qu'elle sorte de la peur et pour qu'elle se sente de nouveau dans de bonnes dispositions, qu'elles récupèrent toutes leurs ressources pour être en relation avec leurs camarades. Donc ça, c'est tout l'accompagnement du côté des élèves victimes qui se fait par l'équipe ressources, par un des personnels de l'équipe ressources. Savoir écouter l'élève victime, c'est répondre à certains besoins que cet élève a. Le besoin de confidentialité, on en a déjà parlé. On veut faire très attention à garder entre nous ce qu'il nous a dit. On ne va pas le répéter à d'autres enfants, on ne va pas le répéter à n'importe qui. Il a besoin qu'on soit attentif à ses craintes. Oui, oui, on écoutera toujours ses craintes, on sera attentif, on les prendra au sérieux. On le prendra au sérieux en général, dans tout ce qu'il nous dit. Ces élèves ont besoin d'être pris au sérieux, qu'on ne minimise pas leur situation. Il a besoin de ne pas être jugé. Il a besoin de ne pas recevoir de conseils. Il a besoin de ce qu'on appelle une relation d'alliance, c'est ce qu'on réalise, c'est-à-dire qu'en fait, cet enfant n'est plus seul avec son problème, avec sa souffrance. Il n'est plus seul. Et la famille n'est plus seule. Parce que tout ce qu'on fait dans l'écoute de l'élève victime, d'une certaine manière, ce sera aussi la qualité d'écoute qu'on aura envers la famille. Parce que la famille souffre, elle aussi. Donc, la famille a aussi besoin de sentir qu'elle n'est plus seule face à cette situation, qu'il y a là des personnels qui sont à son écoute, qui le prennent au sérieux, qui l'accompagnent et qui s'occupent de la situation. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Quand on a cette qualité d'écoute et d'accueil, c'est une chance extraordinaire parce que bon, les choses, vous voyez, vont bouger et puis surtout, on n'est pas seul. Ça change tout au vécu de l'enfant. L'enfant est très résilient quand il sent qu'il n'est pas seul. Du côté des intimidateurs présumés et témoins, on dit intimidateurs présumés parce qu'on ne va pas s'embarrasser de faire de longues enquêtes pour déterminer exactement qui fait quoi. D'abord, ça nous embrouillerait parce qu'en général, on reçoit toutes sortes de témoignages très contradictoires. Et puis, ça nous perdrait du temps. Et puis, ça n'est pas notre but. Notre but, c'est juste que ça s'arrête. Notre but, si vous voulez, c'est pas de qualifier un enfant de harceleur. De toute façon, il est harceleur aujourd'hui parce qu'il est pris dans cette situation. Demain, il ne le sera pas et ailleurs, il ne l'est pas. Et peut-être demain, ce sera une ancienne victime qui deviendra harceleur et il n'y a pas de profil, on l'a dit. Donc, on n'a pas envie de qualifier les élèves. On veut juste faire en sorte que tout de suite, les brimades s'arrêtent. La rapidité d'intervention est essentielle dans cette méthode. On a repéré un élève qui souffre, on le reçoit. Il nous parle de la situation, il nous dit quels camarades sont impliqués. Très vite, on se met en place une prise en charge des élèves qui peuvent être impliqués et au-delà de ces élèves-là, d'autres élèves qui n'ont rien à voir, qui sont juste témoins, qui sont juste peut-être même des élèves particulièrement bienveillants. On va s'adresser à eux aussi parce que de tous côtés, on va chercher de l'aide, on va chercher du soutien, on va mobiliser la bienveillance qui sommeille en chacun de ces élèves. Nos enfants peuvent tous être intimidateurs, mais nos enfants ont tous quand même de belles capacités d'empathie et ont tous du cœur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de psychopathes parmi nos enfants, vous voyez, qui n'ont pas d'empathie. On va mener des entretiens très brefs. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ça ne va pas envahir la vie de ces élèves, ça ne va pas leur perturber leur agenda, ça ne va pas perturber leurs apprentissages. Des entretiens très brefs. On n'a pas besoin de beaucoup de temps, puisqu'on ne partage que deux choses. On partage notre préoccupation pour l'élève qui ne va pas bien et on recherche des suggestions pour que ça se passe mieux. Vous voyez ? Et donc, on va en fait avoir une posture face aux élèves qu'on sollicite, qu'ils soient témoins, qu'ils soient intimidateurs présumés, qu'ils soient même des élèves particulièrement bienveillants. On ne les met pas en cause, on est dans une attitude de parfaite courtoisie, de confiance, d'estime. On les tire vers le haut, mais on n'est pas non plus dans la discussion. On n'est pas en train de discuter de la situation et de leur donner la parole pour nous expliquer ce qui se passe. Non, 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 parce que là, où irait-on ? Non, on affirme notre préoccupation et on affirme notre besoin de voir les choses se résoudre très vite. On affirme notre attente d'aide, de suggestion. Cette alliance de la courtoisie, de la confiance avec la fermeté et la résolution, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'autorité. Telle que la philosophe Hannah Arendt, que vous voyez là, l'a définie dans son magnifique texte « Qu'est-ce que l'autorité ?» que je vous recommande. C'est ça l'autorité. Ça n'est ni la coercition, nous dit-elle, ni la persuasion. C'est cette capacité à tirer vers le haut
celui sur lequel elle s'exerce. Vous voyez, mais sans entrer dans la persuasion, dans la discussion, dans l'échange d'arguments, dans l'échange de... Non. L'autorité, c'est un point de vue qui s'impose. Et le point de vue qui est le nôtre, je suis préoccupée par celui qui ne va pas bien, est un point de vue qui peut être parfaitement partagé par tout élève. En réalité, tout élève trouvera ça très bien qu'on se préoccupe de celui qui ne va pas bien. Vous voyez, on est en réalité on incarne une éthique parfaitement consensuelle, mais on l'incarne très fortement. Donc on impose ce point de vue, mais sans être dans l'accusation, dans le reproche, dans la menace. Parce que si on était dans l'accusation, dans le reproche et dans la menace, la priorité de l'élève, ce serait de se protéger, et pas du tout de s'intéresser à son camarade. Alors que si on le met en confiance, je suis contente de te rencontrer, je suis très inquiet pour un de tes camarades, il ne va pas bien. Et nous avons besoin d'aide pour lui. Vous voyez, on est dans cette démarche où on va chercher de l'aide. Nous faisons confiance à nos élèves, nous suscitons chez eux de l'empathie et nous sollicitons finalement toutes les bonnes volontés. Donc, tout le travail qui se fait au sein de cette équipe, c'est un travail où à chaque fois qu'on a une inquiétude pour un élève qu'on trouve ne pas aller très bien, on trouve qu'il ne va pas bien, eh bien, on va mobiliser parmi les élèves tous ceux qui peuvent nous aider pour que ça se passe mieux. Par ces entretiens extrêmement brefs, qui ne leur prendront pas beaucoup de temps, mais qui changeront leur regard rapidement. Et ils s'habituent à ça. Ça devient normal d'être sollicité pour apporter de l'aide à un camarade. Vous voyez, ça devient presque une manière de vivre, une philosophie. C'est quelque chose qui peut complètement changer l'état d'esprit des élèves. Sur le long terme, ça change l'état d'esprit des élèves. Et la sanction dans tout ça, vous allez me dire, c'est une méthode qui est non blâmante, la méthode de la précaution partagée, et la sanction. Mais la sanction ne disparaît pas. La sanction ne disparaît pas. La sanction est la réponse à un acte. Un acte sanctionnable doit toujours être sanctionné, sinon où va-t-on? Un élève qui se montrerait désagréable avec les adultes, qui lui permettent, vous voyez, par cette méthode, de changer de posture sans être inquiété, qui répondrait de façon insolente, il serait sanctionné parce que ça ne se fait pas de se conduire comme ça face à un adulte. Donc de toute façon, on tient le cadre. Ce n'est pas parce que la méthode est non blâmante que nous sommes la merci des élèves, loin de là. Non, non, la sanction tombe toujours dès qu'il y a un acte qui nous paraît inacceptable. Elle peut être indispensable, mais elle ne sera jamais suffisante. Comme je vous l'ai dit, le harcèlement scolaire, c'est une sorte de nébuleuse d'actes pénibles, désagréables, et la sanction ne fait que toucher un acte et pas tous. Donc, la méthode de la précaution partagée, elle va répondre à l'inquiétude qu'on a pour un élève qui est malmené et elle va s'attacher à agir sur les effets de groupe. Puisqu'on va recevoir les élèves individuellement, on va en fait les réindividualiser. On va les arracher à la pression du groupe pour qu'ils puissent adhérer à la vision de l'adulte et donc retrouver leur sens moral. Voyez, redevenir ce qu'ils sont réellement. Des enfants bien élevés, des enfants gentils, des enfants qui ont du cœur. Nous allons défaire les effets de groupe, nous allons dissoudre cette puissance du groupe par ces entretiens individuels. Quand bien même il y aurait sanction, il faudra toujours s'occuper des effets de groupe. Les effets de groupe réapparaissent, les effets de groupe sont toujours présents, il faut s'en occuper. Donc il y a une complémentarité entre le dispositif de sanction et la méthode de la précaution partagée. Et l'équipe ressources sait très bien articuler cela, savent très bien passer d'un dispositif à l'autre quand c'est nécessaire. Soyez tranquilles. Pour que peut-être j'arrive à vous convaincre tout à fait que la sanction ne sera pas la réponse idéale, parce que je sais que pour les parents, il y a quand même toujours cette idée que la sanction est nécessaire. Référons-nous à Paul Ricoeur, un autre philosophe qui a écrit un texte intéressant sur la justice, où il parle des besoins de toute victime, des besoins des victimes. Ce que nous dit Paul Ricoeur sur les besoins des victimes, c'est qu'elles ont besoin de deux choses essentielles. Toute victime a besoin, pour commencer à se réparer, d'une part de la reconnaissance de l'institution. L'institution reconnaît que la victime est victime. Elle n'est pas coupable, elle est victime. Elle a été blessée. L'institution reconnaît sa souffrance, sa blessure, sans la minimiser. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour une victime. Mais ce dont a besoin également une victime, et qui est très rare quand on est dans la justice pénale, évidemment,
c'est une réparation de la part des auteurs. Si vous suivez un peu les procès et que vous écoutez les témoignages des victimes qui viennent au procès, elles attendent toujours, elles espèrent toujours que ceux qui sont dans le box des accusés se tournent vers elles et leur disent quelque chose témoignant de leur regret et d'un désir de réparation. Elles obtiennent très rarement cela. Mais ça, c'est ce qui fait vraiment du bien à une victime. C'est d'avoir une forme de réparation. C'est-à-dire tout à coup, un comportement, un regard différent sur ce qu'elles sont. Tout à coup, une attitude respectueuse et humaine de la part de ceux qui n'ont pas été. C'est ce qu'on essaie de faire finalement avec la méthode de la protection partagée. On reçoit l'élève en souffrance, donc l'institution reconnaît ses besoins, reconnaît ce qu'il vit, et parallèlement, on fait en sorte qu'il reçoivent de la part des camarades qui soit étaient un peu indifférents, soit étaient participés aux brimades, des comportements réparateurs, des comportements différents, des comportements qui vont l'aider à se sentir bien dorénavant. La sanction, dans tout ça, elle joue plus un rôle pour la société, elle joue plus un rôle, si vous voulez, de limite pour chacun d'entre nous. Elle détermine ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. La sanction ne touche pas un individu, la sanction touche un acte. Donc, elle est absolument essentielle, parce que c'est ce qui nous protège tous, elle marque cette limite. Et bien sûr, elle amène l'individu à assumer son acte lorsqu'il est sanctionnable, c'est évident. Mais c'est moins la victime, souvent, qui a besoin de la sanction que la société. Vous voyez ? Et c'est pas pour rien que ce sont les parents qui demandent la sanction beaucoup plus que les enfants. Parce que les parents ont cette logique où ils raisonnent en prenant un peu cette hauteur, comme la société, vous voyez. Mais mettez-vous à la place de votre enfant, quand vous voulez une sanction, votre enfant souvent ne la veut pas, si vous prenez le temps de discuter avec lui. Lui, ce qu'il veut, c'est que les choses s'arrangent, c'est que les choses s'arrêtent, c'est qu'il se sente nouveau bien parmi ses camarades. Alors, au cœur de la méthode, il y a un socle de valeurs, c'est avant tout une éthique. Je crois que vous l'avez compris, c'est une éthique, et c'est ce qui fait qu'on est convaincant aux yeux des élèves. C'est parce que l'équipe ressources et au-delà, l'établissement scolaire porte ces valeurs qu'on est convaincant quand on s'adresse aux élèves et qu'on leur dit qu'on est inquiet, qu'on leur dit qu'on a besoin de leur aide, qu'on parle à un élève victime, il va nous croire parce qu'il sent qu'on a cette éthique. Cette éthique, ce sont des choses auxquelles on peut tous adhérer, évidemment, une attention à l'autre, une préoccupation authentique envers celui qui ne va pas bien. Ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas une posture, c'est authentique, ils le sentent. Un respect absolu des personnes, y compris de la personne, de l'intimidateur. Il a commis un acte répréhensible, on va peut-être sanctionner son acte, mais on continue à s'adresser à lui comme à quelqu'un qui est capable de faire mieux. C'est le principe d'éducabilité, on doit l'avoir avec tous nos jeunes, tous nos enfants. Donc il y a un respect des personnes qui est essentiel. Une manière de s'adresser pleine de discrétion, de tact et de délicatesse, c'est essentiel. Dans ces situations de harcèlement scolaire, le tact et la délicatesse sont absolument essentiels. Et puis, cette volonté de fonder toutes nos relations sur la confiance. Nous avons confiance dans les élèves, ils vont nous faire confiance. Nous avons confiance dans le fait que, voilà, dans nos collègues qui vont mettre en œuvre la méthode à l'intérieur de l'établissement. Nous, parents, nous allons faire confiance à l'établissement scolaire pour régler la situation. Eux-mêmes, l'établissement scolaire va nous faire confiance et va nous écouter quand nous venons leur parler de quelque chose qui nous préoccupe. Voilà, on développe vraiment un esprit de confiance au cœur, l'école de la confiance, c'était le slogan de Jean-Michel Blanquer que j'aimais bien, au cœur de toute cette approche. Voilà un premier temps de questions, et après on pourra parler un peu du cyberharcèlement. Je laisse peut-être le diaporama parce que ça permet d'avoir les sous-titres qui se déroulent, si vous êtes d'accord. Alors, une question qui demande, la victime est-elle nommée pendant les entretiens? Comment est-ce que ça se passe plus précisément, les entretiens, et comment on fait référence à la victime? Oui, on nomme la victime, tout simplement parce que, en fait, l'adulte parle de sa préoccupation pour un élève. Et il ne fait pas de mystère, puisque c'est dans notre éthique de s'inquiéter de ceux qui ne vont pas bien. Et ça, on leur a dit aux élèves. Vous savez,
Monsieur Léridon vous a parlé de toutes les démarches qui sont faites pendant ce mois non harcèlement. L'équipe ressource, l'équipe qui est formée passe dans les classes. Il y a des flyers, il y a des tas d'outils qui sont diffusés, les élèves sont au courant. Et on dit aux élèves, notre éthique, notre volonté, c'est de prendre soin de tous ceux qui ne vont pas bien. Si on observe qu'un élève ne va pas bien, eh bien, on va s'en préoccuper. Donc, on en parle de cet élève, ça n'est pas gênant. Et on demande de l'aide. Mais on mentionnera le nom de l'élève, mais jamais on ira sur les faits. Jamais on ira sur des paroles qu'aurait pu prononcer cet élève. Donc, on va simplement en parler de notre point de vue d'adulte et du point de vue de notre préoccupation. Donc, on ne laisse pas, si vous voulez, on ne va pas commencer à mettre sur la table les problèmes de cet élève, surtout pas. On protège complètement le vécu de cet élève. Simplement, on sollicite l'élève qui est en face de nous pour qu'il prenne conscience que ce camarade-là, visiblement, ne va pas bien. Il s'en est peut-être pas aperçu, ou peut-être il s'en est aperçu mais il ne sait pas quoi faire. Là, il est face à un adulte qui dit bah, tu vois, Clara, je trouve qu'elle va pas bien en ce moment. Et on est nombreux à avoir remarqué ça. On est très inquiets. Tu as remarqué? Voilà. Ça devient, si vous voulez, une culture de la bienveillance, de l'attention à l'autre. Imaginez que vous êtes dans une entreprise avec des tas de collègues. Est-ce que vous seriez choqué qu'un de vos collègues vous dise « Ah, t'as remarqué, Pierre, ces derniers temps, il a l'air triste. T'as remarqué? Je me demande ce qui se passe pour lui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le soutenir ?» Vous voyez? Ce serait pas choquant si quelqu'un nous disait ça. Ce serait beau. Ça voudrait dire que, tiens, on est attentif, on a remarqué qu'un collègue va pas bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le soutenir? Vous voyez? Donc, on cultive une éthique qui protège tout le monde et que les élèves comprennent très bien, ça se passe très bien derrière. Et ils ont de très bonnes réactions face à ça parce qu'on va leur demander ce qu'ils peuvent faire, on les laisse choisir ce qu'ils peuvent faire. Et c'est un peu comme ça, c'est la suite un petit peu de la question, qu'on évite les représailles sur la victime ou l'élève cible. Absolument. On évite les représailles, d'abord parce qu'on n'accuse personne, donc il n'y a pas de raison d'avoir des représailles. On vient chercher de l'aide. Et on évite des représailles parce que aussi, l'élève cible, si vous voulez, ce qu'il nous a dit, ça reste entre lui et nous. Je ne vois pas pourquoi on en parlerait aux autres élèves. Et puis, vous voyez, imaginez que l'élève cible nous ait même raconté des choses plus ou moins fausses, après tout. Mais tant pis, de toute façon, on ne va pas parler de ces choses-là. Peu importe. Par contre, il ne va pas bien. Ça, c'est certain qu'il ne va pas bien, on l'a remarqué. Et c'est la seule chose dont on parle. Donc, en plus, on ne crée pas de polémique avec les élèves, on ne crée pas de discussion à n'en plus finir sur qui a tort. On n'entre pas dans ces pièges-là. Est-ce qu'il faut, je continue avec les questions, hein, est-ce qu'il faut, et si oui, à quel moment, que les parents, sont les parents qui posent cette question, on fasse également accompagner l'élève à l'extérieur par éventuellement un psychologue, par exemple? Alors ça, c'est très utile, en plus de tout le travail que fait l'établissement scolaire, bien sûr. C'est très utile quand l'enfant est profondément blessé par ce qu'il a vécu. Soit parce que c'est allé loin, vraiment ça l'a terriblement ébranlé, ça a peut-être rejoint des angoisses qu'il avait, soit parce qu'il a déjà vécu auparavant ce type de situation, donc ça ravive, vous voyez, des souvenirs douloureux. Et en fait, si vous avez le sentiment que bien que les choses s'apaisent entre élèves, vous voyez, bien que la situation s'arrange, votre enfant continue d'être angoissé, continue d'avoir des craintes, voire des réflexes d'évitement ou des réflexes de crispation. Si vous avez le sentiment, vous voyez, que quelque chose finalement ne s'apaise pas suffisamment alors même que la situation est pacifiée, c'est utile de chercher de l'aide en plus. Merci. Alors, il y avait une question sur comment contacter l'équipe phare. Alors, je vais peut-être y répondre en ce qui concerne le collège et le lycée. L'équipe phare dans cet établissement, c'est 32 personnes. C'est à la fois tous les CPE,
tous les membres du pôle well-being, donc des infirmières, la psychologue, notre designated safeguard lead Colette Schulver, voilà. Mais c'est également des professeurs de toutes les disciplines confondues, hein, espagnol, EPS, histoire géo, anglais, SVT, physique, chimie, maths, NSI, des professeurs documentalistes également, je n'oublie personne. Donc, l'idée, c'est avant tout, si on pense qu'on n'est pas forcément capable d'aller en discuter avec un CPE ou avec un membre de l'équipe Wellbeing, c'est d'en parler à n'importe quel adulte à qui on a confiance. Voilà, un adulte avec lequel on est en confiance, et ces adultes-là contacteront quelqu'un qui fait partie de l'équipe anti-harcèlement pour qu'un professionnel de l'équipe anti-harcèlement puisse éventuellement faire un entretien avec l'élève cible. Voilà. Donc, il y a les CPE de référence, les collègues du pôle médical, les collègues du pôle well-being et n'importe quel adulte de l'établissement qui relaiera le message. Voilà. En ce qui concerne le premier degré, je pense que l'interlocuteur privilégié, c'est le directeur d'école qui a été formé à la méthode, mais c'est en premier lieu le professeur des écoles. Et on a aussi des écoles primaires, on en a deux. On a la chance d'avoir des CPE, des responsables de vie scolaire à South Kensington et puis à Marie d'Orliac. Donc, c'est aussi les CPE du primaire. Voilà. Vous pouvez continuer à poser vos questions via le petit outil Q&A, voilà, parce que ce soir, comme vous êtes nombreux, tout le monde est en mute, donc voilà, vous ne pouvez pas prendre la parole. Et pour l'instant, on a fait le tour des questions, Madame Cartier, donc je vous laisse continuer. Très bien. Et ben, du coup, on va passer maintenant à la question du cyberharcèlement. Et après, on aura de nouveau un temps pour échanger. Alors, le cyberharcèlement, c'est évidemment un phénomène qui nous inquiète terriblement, autant sur le harcèlement scolaire classique, vous voyez, à l'ancienne, si j'ose dire. Ça fonctionne quand même bien, tout ce qu'on est capable de mettre en place. Autant le cyberharcèlement a ouvert la porte à des dangers inédits autrefois, qui nous demandent d'autant plus de vigilance et nous demandent de bien réfléchir avant tout aux bons réflexes pour ne pas aggraver les choses. C'est pas toujours simple de régler le problème, mais au moins, n'ajoutons pas des problèmes aux problèmes. Alors, les caractéristiques du cyberharcèlement, il y a trois grands changements, en fait, pour les enfants avec le cyberharcèlement. Premier changement, le domicile, qui autrefois protégeait les enfants du harcèlement scolaire. Ça se passait à l'école, mais quand ils rentraient à la maison, ils étaient tranquilles. C'est fini. Le cyberharcèlement envahit la sphère privée. Les 4 murs protecteurs ne sont plus là. C'est un changement anthropologique énorme, absolument énorme, et terriblement inquiétant. Comment résister face à ça? Je pense qu'on est aujourd'hui encore trop peu coordonnés dans le monde des adultes pour recréer des murs protecteurs autour de nos enfants. Il va falloir un jour s'en occuper. C'est quand même pas possible de laisser comme ça la puissance de ces réseaux sociaux pénétrer la vie de nos enfants si jeunes. Il y a un vrai problème. Mais c'est pas sur le plan individuel qu'on y arrive, je pense. C'est très dur. Ça va être sur un plan plus collectif. Mais voilà, on est face à quelque chose de très, très compliqué. Le téléphone est devenu incontournable. Les 4 murs protecteurs sont effondrés. Et donc, on a une amplification de la crainte, une amplification de la culpabilité. Qu'on soit victime ou qu'on soit dans le groupe des auteurs, on est encore plus piégé et encore plus dans la panique face à ce qui se passe et dans la culpabilité face à ce qui se passe. Les parents eux-mêmes sont souvent très, très culpabilisés quand ils découvrent que leur enfant est victime de cyberharcèlement,
Parce qu'ils ont très peur qu'on leur dise « Ah oui, mais quand même, est-ce que vous avez suffisamment surveillé les activités de votre enfant sur son téléphone ?» Vous voyez, on va dire ça aux parents. C'est très injuste de dire ça, parce que c'est pas simple, cette surveillance n'est pas simple. Pas du tout évident. En plus, les enfants savent très bien faire. Bon, bref. Deuxième caractéristique qui complique beaucoup les choses, c'est que dans le harcèlement scolaire, il y avait au moins des visages. Visage des membres du groupe, visage des membres de la classe. Dans le cyberharcèlement, il n'y a même plus de visage quand on en arrive à certaines formes de brimades massives. Il n'y a plus de face à face, il n'y a plus de... Donc, si je n'ai pas le visage de l'autre en face de moi, je ne vois pas ses émotions, j'ai moins d'empathie. C'est l'effet cockpit, c'est celui qui lâche la bombe sans savoir qui il va tuer, parce qu'il ne le voit pas. Donc, ça, c'est terrible pour ça, le cyberharcèlement, parce que la violence prend des proportions énormes de la part d'individus qui n'auraient jamais pensé dire des choses pareilles à un individu qui serait face à eux. Vous voyez, à quelqu'un dont ils verraient les yeux, le visage. Non, ils ne le feraient pas. Là, ça devient possible. L'empathie, qui est quand même une qualité essentielle pour éviter ces phénomènes, disparaît. Troisième changement avec le cyberharcèlement, c'est que les effets de groupe qui sont déjà dangereux dans le harcèlement scolaire deviennent encore plus puissants. Les réseaux sociaux, si vous voulez, fonctionnent dans une logique de surenchère. Ils stimulent la surenchère. C'est programmé pour. Donc là où nous, on lutte contre la surenchère, là nous, on cherche tout le temps à aller contre ce phénomène, eh bien, on a face à nous des outils qui vont, au contraire, la stimuler. Et de ce fait, il suffit d'une toute petite minorité, mais qui occupe ce terrain, des brimades, pour que derrière, personne n'ose s'opposer. Mais vraiment personne. Ni même nuancer le propos. Quand on voit, quand on écoute, quand on fait l'analyse d'une situation de cyberharcèlement et qu'on regarde tous les messages qui ont été échangés, on se rend compte que ça va très très vite dans l'amplification de la violence. C'est beaucoup moins rapide dans les effets de groupe, vous voyez, réels. C'est plus progressif, ça tâtonne, on se teste, mais là, ça part à toute vitesse. Donc, il y a une sorte de rapidité dans la surenchère sur les brimades, sur les menaces, sur des choses terribles, qui évidemment est très effrayante. Alors, la surenchère, on la connaît bien dans le phénomène du flaming, mais peut-être avant d'en arriver là, je voudrais quand même dire une chose encore. C'est que, pour quand même vous rassurer un peu, parce que là je suis en train de vous faire peur, après vous avoir dit que tout va bien avec l'équipe phare, bon, il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que dans un grand nombre de situations de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement, dans un grand nombre de ces situations, en réalité, tout ça tourne en boucle. C'est-à-dire, les choses se passent dans l'établissement scolaire entre pairs, ils se connaissent, il y a voilà, c'est un groupe, par exemple, le groupe de copines, vous savez, le groupe de copines de début d'année, puis tout à coup, il y en a une qui commence à être un peu critiquée par les autres, et ce groupe de copines devient un groupe qui malmène l'une d'entre elles, et ben le soir, comme elles sont sur les mêmes groupes, elles avaient leur groupe WhatsApp ou je ne sais quoi, et ben elles continuent, et on a ce phénomène de cyberharcèlement qui amplifie les brimades du jour. Donc c'est très désagréable, c'est effectivement du cyberharcèlement, mais quelque part, ça tourne quand même en vase clos. Et ça peut être circonscrit, et on peut délimiter les contours quand même du phénomène. Dans ce cas, on se rend compte que les outils dont on dispose fonctionnent. Certes, on doit prendre quelques précautions supplémentaires, on doit être encore plus attentif et prévenir l'élève cible contre certaines maladresses et contre le fait qu'il doit garder, par rapport au fait qu'il doit garder des traces. Bon,
on va être encore plus vigilant, si vous voulez, dans la prudence, mais en gros, on sait traiter. Nos outils fonctionnent sur ces phénomènes-là, heureusement, parce que c'est quand même le plus grand nombre de situations de cyberharcèlement, c'est ça. Donc, on sait encore faire. Rassurez-vous quand même. Mais voilà, il y a quand même certains types de situations qui sont un peu exceptionnelles et je vais en parler maintenant. Le flaming. Le flaming, c'est tout à coup, il se passe quelque chose. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça peut venir de n'importe quoi. Et il y a un effet de meute qui se déclenche et qui déborde. C'est même plus un petit groupe là. Tout de suite, ça prend des proportions énormes. Pour une raison ou une autre, c'est partagé au-delà vous voyez, du groupe des élèves, c'est partagé, peut-être parce que ça vient de l'extérieur d'ailleurs, je ne sais pas. Ça prend tout de suite des proportions, ça se diffuse au-delà de l'établissement scolaire. On passe rapidement des moqueries aux insultes, puis de menaces à l'agression, parfois dans une seule soirée, et évidemment, ce type de victime-là est en très grave danger. Elle a besoin d'un soutien inconditionnel. Il y a un cas de flaming, si vous voulez, qui est très bien connu en France, dont vous avez peut-être entendu parler par les médias, puisque les médias en ont énormément parlé, c'est l'affaire Mila. L'affaire Mila, vous voyez, des adolescents qui d'ailleurs se sont parlé sur les réseaux, ça a commencé sur les réseaux, une embrouille, j'entrerai pas dans le détail, ils se sont envoyés des paroles désagréables, bref, ça aurait pu s'arrêter là, hein, s'il n'y avait pas eu... ça aurait très bien pu s'arrêter là. Non, ça ne s'est pas arrêté là, parce que ça a été partagé au-delà avec la France entière. Et la France entière est tombée sur Mila. Donc cette petite jeune fille, qui avait, je crois, 16 ans à l'époque, s'est retrouvée en danger de mort, ne pouvant plus fréquenter son établissement scolaire, vivant encore aujourd'hui sous une fausse identité. Enfin, situation absolument atroce. Et on a bien vu, si vous avez suivi l'affaire, on a bien vu des personnalités connues dire des tas de sottises. Dire oui, mais Mila, quand même, elle aurait peut-être pas dû dire ça. Vous voyez, on a bien vu des personnalités considérer que la victime y était pour quelque chose, mais le malheur qui la frappe. Encore une fois, le stéréotype de la persécution. Sont tombés en plein dedans. Et donc, cette pauvre jeune fille qui s'est retrouvée en 24 heures en danger de mort et ne pouvant plus fréquenter son établissement scolaire et frappée à vie par un drame, eh bien, elle a en plus dû subir des remarques de ce genre, vous imaginez? Donc, ces victimes-là ont quand même besoin d'un soutien inconditionnel. Inconditionnel. Il ne s'agit pas de leur enfoncer un peu plus la tête sous l'eau, parce qu'il y a vraiment un très grave danger, si vous voulez, là, de désespoir et de gestes désespérés. Donc, ces victimes-là ont besoin de sentir que les adultes, le monde des adultes, fait front et parle d'une seule voix pour les soutenir, pour qu'elles ne se sentent pas désespérées. Là, il faut se préparer, quand il y a des situations comme ça, à avoir les bons réflexes. Ne tombons pas dans ce genre de sottise. Et puis, le flaming est assez rare quand même, mais par contre, il y a un autre phénomène qui est beaucoup plus fréquent. C'est le sexting. Pourquoi c'est fréquent? Parce que ça fait partie des moyens de séduction aujourd'hui. Et les jeunes qui vivent avec leur smartphone greffé sur leurs mains utilisent évidemment ce moyen-là, c'est ce biais-là, y compris dans la séduction. Et vous savez, on ne peut pas leur reprocher. Hein. Moi, je me rappelle d'une sensibilisation que j'avais faite au sexting dans un lycée. J'avais été invitée à travailler avec l'équipe pour sensibiliser les élèves de lycée au sexting. Et donc, les élèves travaillaient par petits groupes sur les différentes questions qui se posaient. Et nous, on passait dans ces petits groupes, discuter avec eux. Et je me rappelle d'un groupe de 3 filles qui m'avaient parlé et qui m'avaient dit, vous savez, pour nous, c'est très compliqué. Parce que si on ne poste pas de photos de nous, si on ne participe pas, on nous traite de toutes sortes de noms, de toutes sortes de qualificatifs très négatifs, dans un sens. Hein. Et ça nous met... c'est comme si ça nous désocialisait. Vous voyez, ça les bannit, ça les bannit en quelque sorte de ce jeu de la séduction qui est essentiel à cet âge-là, évidemment, quand même. Des relations amoureuses, enfin, c'est bien naturel que ça... C'est la nature qui veut ça.
Et elle me disait, et d'un autre côté, si on a le tort de mettre une photo qui tout à coup va être qualifiée de trop ceci ou cela, alors on sera traité de tous les noms que vous imaginez. Donc elles sont sur un fil du rasoir, vous voyez? C'est terrible, c'est vraiment terrible. On ne peut vraiment pas leur jeter la pierre, hein, ces jeunes. Hein. C'est absolument terrible comme les choses se sont construites et comme ils sont obligés de naviguer là-dedans en évitant les écueils de tous côtés. Et le sexting, il est partout. Il est fréquent, il est dans tous les établissements. Mais très souvent, il est invisible. Hein, parce que là, il y a une telle pudeur, une telle honte, une telle... Si vous voulez, les jeunes n'aiment pas du tout parler de ça aux adultes. Craignent terriblement les réflexions des adultes, qu'on n'est pas au courant. Et pourtant, ce serait bien qu'on soit au courant, parce que c'est très, très dangereux. Très dangereux. C'est ce qu'on pourrait qualifier d'un drame en 3 actes. Il faut savoir que c'est Jean-Pierre Bellon, avec Bertrand Gardette, qui ont alerté en France les premiers sur le danger du sexting. Ils ont vu que le phénomène apparaissait aux États-Unis, avec, je crois, en 2006, le suicide de Jessica Logan. Et ils se sont dit, oulala, ça va venir chez nous en France. Donc, ils ont analysé les situations aux États-Unis, ils les ont décrites, et effectivement, c'est tout à fait arrivé en France, rapidement. Donc, un drame en 3 actes. Au départ, ça peut être une photographie qui est confiée ou prise dans le cadre d'une relation intime, hein, une relation d'amour entre deux adolescents. Mais aujourd'hui, ça peut largement être une photo volée, une photo prise sans le consentement de la personne, ou encore une photo ou même une vidéo fabriquée de toutes pièces. On sait aujourd'hui qu'avec l'intelligence artificielle, n'importe qui d'entre nous peut être placé dans une vidéo où il commet toutes sortes d'actes qui n'ont pas eu lieu, mais qui sont parfaitement crédibles. Vous voyez ? Donc en fait, on ne peut plus du tout croire en l'image. C'est ça qu'il va falloir apprendre à nos jeunes. L'image ne fait plus foi. L'image ne dit plus le réel. Ça, il va falloir qu'on en parle avec nos jeunes, hein, parce que c'est... Arrêtons de croire à ce qui est sur l'image. Ça, c'est le point de départ. Et puis, ce qui se passe, c'est que cette photographie, par trahison, ce sont souvent des proches, hein, pas forcément, enfin des proches, en tout cas des personnes qui sont dans l'environnement de ce jeune, qui vont fabriquer ou voler, ou en tout cas partager, cette image va être diffusée, mise en public, réexpédiée de façon virale par ceux qui l'ont reçue. Ceux qui l'ont reçue, ils n'ont pas eu l'intention. Et pourtant, que vont-ils faire? Au lieu d'immédiatement supprimer cette image, comme ils devraient le faire, ils vont bêtement la retransférer. Ils ne savent pas qu'en faisant cela, ils tombent en France sous le coup de la loi du 7 octobre 2016, hein, quand même. Ils tombent sous le coup de la loi. On n'a pas le droit ni de posséder, surtout on n'a pas le droit de diffuser une image, de partager une image d'une personne sans son consentement, surtout une image qui la met en difficulté. Mais voilà, là les jeunes là-dessus, ils ne sont pas suffisamment sensibilisés sur le fait que si j'ai une image comme ça, si je reçois une image de ce genre sur mon téléphone, immédiatement je la titruis. Immédiatement j'alerte un adulte quant au fait que cette image circule. Ça, il faut qu'on les sensibilise à ces réflexes-là, nos jeunes. Ça peut être à table, hein, en famille, hein, avec nos enfants. On peut parler de ça. Et le 3e acte de ce drame, c'est que la victime, une fois qu'elle revient dans l'établissement, c'est très souvent des filles, au lieu de recevoir du soutien, va être l'objet d'un effet de meute terrible, d'un véritable mobbing, hein, d'un effet de meute, d'un effet de harcèlement massif, d'insultes, de dégradantes, de ricanements, de toutes sortes d'humiliations dégradantes. Comment va-t-elle supporter cela, cette victime, hein? Très souvent des filles, parfois des garçons quand même aussi. Déjà, 3 blessures qui se cumulent, la trahison d'une personne qui a quand même soit volé la photographie, diffusé la photographie, la honte d'être exhibée aux yeux de tous, à un âge où c'est quand même très difficile avec son image. Hein. Et puis, là-dessus, les moqueries, les insultes, les humiliations de ses pairs. Et tout ça,
qu'elle va garder sans doute enfermée dans le silence. Beaucoup de situations de sexting restent dans le silence. Ça crée des blessures terribles sur le plan psychique, quand ça ne débouche pas sur des drames qui tout à coup défrayent la chronique. Une victime de sexting est potentiellement en danger de mort. Un cas de sexting constitue une situation d'urgence absolue. Quand on décèle une situation de ce genre, tout doit être fait pour protéger la victime. Tout doit être fait pour les soutenir inconditionnellement. Tout. Parce que cette victime, il est à craindre qu'elle reçoive de tous côtés des messages négatifs. De la part de ses pairs, on le sait. De la part de certains adultes qui croient, comme dans l'affaire Mila, n'est-ce pas, qu'il faut faire une bonne leçon de morale à ces jeunes qui ne savent pas se conduire, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon. En réalité, moi, ce que j'ai vu dans mon cabinet de consultation, c'est que souvent la famille de l'élève victime est extrêmement sévère avec son enfant. Elle lui en veut. Pourquoi mon enfant a-t-il été aussi imprudent? Pourquoi mon enfant est-il tombé dans ce piège? Pourquoi a-t-il pris une photo de lui? Pourquoi a-t-il fait confiance à tel individu? Pourquoi a-t-il participé à telle soirée où il y avait, je ne sais quoi, des caméras partout, des vidéos En réalité, je pense que la famille se sent aussi un peu coupable et dès qu'on se sent coupable, on cherche un coupable. Enfin, souvent on culpabilise son enfant, parfois même le punit. Donc il y a parfois une quadruple peine, vous voyez, pour l'enfant. Nous devons prendre conscience que ça, c'est extrêmement dangereux. Ces enfants-là, ces jeunes-là, sont au bord du gouffre. Ce qu'ils vivent est intolérable. Je ne sais même pas comment ils font pour... C'est là où on voit qu'ils ont un courage, ces jeunes, parce que quand on découvre des situations de ce genre, et on voit qu'ils sont quand même toujours là, toujours debout, toujours ils viennent dans l'établissement scolaire, il y a un courage incroyable. Hein. Mais vous allez voir Noémie Agoran, qui va venir parler dans l'établissement, elle témoigne, elle, du harcèlement qu'elle a vécu pendant tout son collège. Elle est revenue tous les jours au collège. Il y a cette espèce de je ne sais pas comment ils font. Hein. Je crois que nous, on n'aurait plus cette force-là en tant qu'adultes. Hein. N'empêche qu'ils ont vraiment besoin de soutien. Il faut apporter un soutien sans faille. La seule chose qu'il faut dire, et ça, il faut s'y préparer. Il y a une situation de sexting que vous découvrez, la seule chose que vous dites à la victime, c'est tu n'as rien fait de mal, toi. Tu es parfaitement innocent, innocente. Parfaitement. Tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as fait de mal à personne. Moi, je suis entièrement de ton côté. Nous sommes entièrement de ton côté. Il faut sécuriser les victimes. Et ça, parlons-en, diffusons ce message. Plus les adultes diront cela, plus nous parlerons d'une seule voix, moins ces victimes seront d'abord en danger d'accomplir un acte désespéré, et puis en danger d'être affectées leur vie durant, parce que certaines ne s'en remettent jamais, et ce sont des troubles psychologiques qui les poursuivent tout au long de leur vie, seront protégées, vous voyez, contre les conséquences. Voilà pour ce point. Si vous voulez aussi, j'ajoute peut-être, si vous voulez en parler avec vos enfants à table de ce problème-là, du sexting, vraiment faites attention de ne pas leur dire des choses du genre, parce que je sais que vous aurez envie de leur dire ça. Vous allez avoir envie de leur dire, sois quand même prudent, hein. Fais attention à ce que tu publies comme photo, comme image de toi, ne fais pas forcément confiance. Vous voyez, vous allez avoir envie de leur dire ça. Mais si vous leur dites ça, si vous dites ça à votre fille, à votre garçon, le jour où ils vont quand même le faire, parce que ce sont des jeunes, parce que, comme je vous le dis, en réalité, ils vivent dans un monde où la pression est très forte pour qu'ils le fassent. Et que pour eux, il y a un enjeu d'appartenance, il y a un enjeu aussi de faire partie de cette vie qui se passe entre jeunes. Donc le jour où ils le feront, si ça tourne mal, est-ce qu'ils auront le courage de venir vous en parler alors que vous leur avez dit « ne le fais pas ». Vous voyez ? Déjà, ils auront le sentiment qu'ils ont transgressé quelque chose. Vous leur avez dit de ne pas le faire, ils l'ont fait. Ça va être très difficile, c'est déjà très difficile d'en parler. Donc, ne disons pas cela à nos enfants quand on veut les sensibiliser à cette question. Disons-leur plutôt, ce sont des choses qui existent, on sait que ça existe, ces phénomènes où tout à coup une image est utilisée comme ça contre un jeune homme, une jeune fille, pour une image qui à la base est innocente, qui est utilisée contre lui. Ce qui est important, c'est de savoir que celui qui est sur l'image est innocent.
il n'a rien à se reprocher. Par contre, si tu possèdes une image dans ton téléphone comme ça, si on t'envoie une image comme ça qui met en cause un de tes camarades, attention. D'abord, il ne faut pas la garder parce que ça tombe sous le coup de la loi. Et ensuite, il faut tout de suite alerter un adulte qui puisse venir en protection de cet enfant, de ce jeune. Si vous dites ça, vous faites passer une multitude de messages. Vous faites passer de façon implicite qu'évidemment, ce genre d'image, c'est dangereux. Mais vous ne l'aurez pas dit, vous voyez. La prudence, le message de prudence, il passe, hein, mais vous ne l'aurez pas dit. Vous faites passer le message que nous avons une responsabilité par rapport à ceux qui sont victimes et que nous ne devons pas participer à cet effet de meute. Vous donnez le mode d'emploi pour que les enfants, tout de suite, les adolescents, arrêtent de participer à cela. Vous donnez le message qu'il y a la loi qui s'impose. Et vous donnez ce message essentiel à votre enfant, que si cela lui arrive, il peut vous en parler, car vous serez de son côté, car il aura un allié chez vous. Et ça, je peux vous dire que c'est quand même très, très important pour la sécurité de vos enfants. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question du cyberharcèlement. Et maintenant, c'est de nouveau un moment pour poser des questions. Alors, il y avait une question, on demandait dans un collège ou dans un lycée, en moyenne, quel est le pourcentage d'élèves harcelés? Alors, il y a des enquêtes de victimation qui montrent que le taux de 5 à 10% se retrouve partout. C'est-à-dire que ce phénomène réapparaît tout le temps, avec un taux de 5% d'élèves harcelés plus sévèrement et de 10% si on prend vraiment toutes les situations, y compris plus légères. Mais ça, c'est vraiment quand on compare les grands ensembles. Ce qu'il faut se dire, c'est que inévitablement, dans le contexte scolaire, où les enfants sont tout le temps en groupe, ces phénomènes apparaissent. C'est inévitable. C'est un phénomène systémique, vous voyez ? Donc, l'enjeu, c'est de repérer et d'avoir un dispositif qui tout de suite permette de stopper le phénomène quand il apparaît, de ne pas attendre que ça devienne grave et que les élèves de plus en plus comprennent que les adultes sont là, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont des alliés, que les adultes sont bien informés, que les adultes savent éviter les erreurs qui pourraient aggraver leur situation. Tout l'enjeu est là, vous voyez. Vous savez, la question de la prévention est une question très, très délicate. On rêverait tous d'un monde où il n'y ait pas du tout de harcèlement scolaire. Ce n'est pas forcément impossible, hein, soyons fous, mais il ne faut pas non plus être naïf. La nature humaine est ce qu'elle est. Les effets de groupe font ressurgir les zones les plus sombres de la nature humaine. Et donc, quand bien même on fait tout ce qu'il faut pour que ça n'apparaisse pas, soyons toujours très vigilants. Et la meilleure des préventions est peut-être l'intervention précoce face à toute situation qui apparaît, la vigilance par rapport aux signaux faibles. Il me semble que ça, c'est vraiment un moyen, en tout cas essentiel, pour prévenir les situations graves. Et bien sûr, à côté de ça, vous avez au lycée français de Londres énormément d'actions qui sont menées de prévention, de sensibilisation. Vous voyez, tout ça est extrêmement important. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se dit « on a fait ça, tout ira bien, ils vont bien se conduire entre eux, soyons rassurés, ils ont eu des cours d'empathie ». Non, ça ne suffira jamais. Hein. On aura quand même toujours ce risque. Après, peut-être un petit point de vue intéressant d'un chercheur belge, Benoît Galland, qui lui a comparé au niveau des classes, classe par classe. Il s'est aperçu qu'il y avait vraiment un effet classe. Il y a des classes où il y a beaucoup plus de brimades, d'autres où il y en a beaucoup moins. Et il a toute une analyse d'hypothèses sur ce phénomène. Mais bon, là, ça devient vraiment un travail très spécialisé. Alors qu'on travaille sur ces questions-là, justement, avec les professionnels, hein, au lycée français de Londres, quand on forme les professionnels, on aborde cet élément-là. Mais bon, pour des parents, vous ne jouez pas un rôle là-dedans. Donc, alors, on nous demande où trouver les coordonnées des CPE pour chaque niveau de seconde, de chaque niveau de classe et des membres de l'équipe phare. Dans le carnet de correspondance de vos enfants qui leur a été distribué au début de l'année pour le secondaire. Voilà.
Vous avez les coordonnées de tous les contacts au sein de l'établissement, les vies scolaires, les CPE, le pôle médical, le pôle well-being. Voilà. Donc, chaque enfant, chaque élève a un carnet de correspondance. Donc, vous avez tout sur le carnet de correspondance de votre enfant. Il y avait une autre question sur où les enfants peuvent-ils trouver le questionnaire qui leur a été adressé. On leur a envoyé le questionnaire pour les élèves du secondaire sur leur adresse email du lycée. Voilà, et j'ai regardé pendant la conférence. On a déjà plus de 150 élèves qui ont répondu, donc c'est assez encourageant pour les ateliers de la semaine prochaine. Voilà, je crois qu'on n'a plus de questions, Madame Cartier. Voilà. D'accord. Très bien. Attendez, j'arrête le partage du coup. Voilà, j'essaye de revenir. Bien, écoutez, chers parents, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas par la suite à nous les faire parvenir ou à me les envoyer directement. Je tâcherai d'y répondre et si je n'y arrive pas, je demanderai à Marie Cartier de nous aider. Et encore une fois, merci beaucoup, Marie Cartier, d'avoir pris la parole ce soir pour présenter ce phénomène qu'on tente d'indiquer au niveau du harcèlement scolaire. Voilà. Je vois que personne n'a levé la main. Je ne sais Oui, pas si... mais les gens ce soir ne peuvent poser leurs questions que par écrit dans la box question and answer. Alors, la personne qui a levé la main, finalement, vient d'écrire dans le chat. Merci beaucoup. Voilà. D'accord. D'accord. Je pense qu'il y a moins de questions qu'on peut en avoir souvent dans ces conférences parce que les parents sont rassurés par le fait que vous avez cette équipe qui est à l'œuvre. Voyez, moi, quand je donne des conférences parents dans un contexte où il n'y a pas d'équipe qui est en place ou pas encore, il y a une forte inquiétude des parents, inévitablement. Il y a énormément de questions. C'est sûr que là, on a quand même un contexte qui est rassurant, où déjà les choses sont très construites. Donc, je pense que les parents sont beaucoup plus tranquilles et se laissent porter, et c'est très bien, par toutes les actions du lycée Charles de Gaulle. Je remercie encore ce soir, au nom de l'établissement, tous les professeurs, tous les personnels non enseignants, les membres de l'équipe Wellbeing qui s'impliquent dans l'équipe anti-harcèlement de l'établissement. Voilà. Et puis, merci beaucoup, Madame Cartier, d'avoir donné cette conférence pour notre communauté ce soir. Avec plaisir, merci. Au revoir. Merci beaucoup pour votre confiance. Oui. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt.